Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session, épisode 29. Au programme aujourd'hui, on a décidé de faire un petit tour d'horizon des choses qui nous ont plu ou qui nous ont parlé, qui nous ont intéressés dans l'actualité du basket globalement. Donc, chacun pourra apporter un petit peu la chose qui a piqué son intérêt. Pas mal de choses, hein, parce qu'on est maintenant à une dizaine de matchs, 10 matchs même plus précisément de la fin de la saison NBA. On est en plein March Madness, il y a pas mal de choses qui bougent. Donc, pour me rejoindre, comme chaque semaine, Antoine Pimel, Chaimamou, dans la place. Comment ça va, les gars? Bien, nickel. Tranquille. Au taquet, comment ça, c'est quoi? C'est les yeux braqués sur la NCA, sur vos braquettes et vos paris potentiels, ou est-ce que c'est plutôt sur essayer de garder les pronostics NBA faits en début d'année qui vous maintient dans le flow en ce moment? C'est quoi? On est déjà trop loin, ça. On a Ah, déjà moi, perdu. moi, ma finale, elle est toujours possible. Brooklyn Golden State, c'est plutôt les mecs qui ont mis les Lakers qui sont sûrs, mais bon. Ça va, il n'y en a pas dans cette rédaction. Non, il n'y a que des gens Il bien. n'y a que des hommes de goût. Ça commence bien. Julien de Schittner n'écoutera pas cet épisode du podcast non plus. Pour commencer, oui, je propose, Antoine, je propose qu'on commence avec toi. Toi, tu avais voilà, le regard un peu braqué sur ce qui se passe sur comment dire, en bas de classement, enfin bas de classement, pas en bas du classement total, mais sur le bas de classement pour les playoffs et pour le play-in. Qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans tout ça en ce moment? Ouais, c'est même presque milieu du haut du classement parce que Ça ce que devient je de plus trouve en plus compliqué. c'est ça. Ce que je trouve intéressant en fait là sur cette saison, c'est que par exemple, si on prend un exemple très concret, une équipe comme Chicago qui est cinquième à l'Est, qui a longtemps été première ou deuxième et qui est maintenant cinquième, pourrait encore rater les playoffs, enfin en tout cas pourrait se retrouver dans le play-in. C'est-à-dire que là, ils n'ont que 2 victoires d'avance sur Toronto, qui est septième, donc qui est la première équipe qualifiée pour le play-in, et une victoire d'avance sur Cleveland, qui est sixième. Donc c'est un peu cette situation un peu particulière, parce que c'est la même à l'Ouest, où on a Dallas qui est cinquième, à que 2 victoires d'avance sur Minnesota, septième. Donc, ce n'est même pas la course vraiment pour quelle équipe vont participer au play-in en partant de la 10e place ou de la 9e place. C'est là vraiment quelle équipe qui, a priori, a les armes pour aller en play-off et a attendu en play-off et a tout fait cette saison pour aller en play-off. Quelle équipe pourrait être obligée d'un coup de se retrouver à passer via le play-in et jouer presque toute sa saison sur 1 ou 2 matchs. Donc, je trouve cette course très intéressante parce que là, en fait, certaines, si tu veux, on a tendance parfois à ce que les meilleures équipes se relâchent un peu en fin de saison en se disant, bon, bah là, voilà, les spots sont plus ou moins attribués. On se prépare déjà un peu même pour la série à venir. Alors que là, en fait, une équipe comme Chicago, elle ne peut pas elle peut pas se relâcher, elle ne peut pas reposer ses joueurs. Une équipe comme Dallas, elle ne peut pas demander à Luka Doncic de rater des matchs ou de se reposer. Il va falloir que lui aussi se mette déjà en mode playoff. Pareil pour Denver avec Nikola Jokic. Denver a exactement le même bilan que Minnesota, avec juste une défaite de moins. Mais ils sont à 42-30 et 42-31. Donc voilà, Denver, qu'on a longtemps vu dans le top 5, pourrait passer par le play-in. Dallas pourrait passer par le play-in. Chicago pourrait passer par le play-in. Pareil pour Cleveland. Cleveland, qui a longtemps été l'équipe surprise, se retrouve maintenant. Bah voilà, les Raptors sont en grande forme et pourraient repasser devant Cleveland. Je trouve tout ça très intéressant, encore plus vraiment que la course à quelle équipe va finir 10e, parce que ça, j'ai l'impression que c'est acté, même si les Spurs peuvent encore plus ou moins chatouiller les Pélicans et les Pélicans peuvent doubler les Lakers, mais ça m'intéresse moins. C'est vraiment un peu tout ce micmac entre la 5e et la 8e place. Honnêtement, c'est plus fun. On est d'accord, c'est plus fun quand même. On était sur des saisons où, honnêtement, là, on a 10 matchs de la fin. Il y a encore Doncic et Beverly qui s'embrouillent pendant les matchs. C'est un peu intense de tous les côtés. Honnêtement, après, tout le monde n'était pas partisan du play-in. Mais moi, je m'amuse beaucoup en regardant les matchs, alors que normalement, cette période-là, il n'y a que la March Madness. Et je me dis, allez, il reste 10 matchs en NBA et on s'en fout et vivement les playoffs, quoi. Là, ça change. Ouais. Bah, c'est clair que, enfin, moi je trouve aussi que c'est une réussite là, ce play-in tournament parce que ça force toutes les équipes à jouer jusqu'au bout. Et c'est assez marrant parce qu'on voit même l'an dernier avec la grosse fin de saison des Warriors qui finissaient en boulet de canon, que ça pouvait même venir, comment dire, bousculer un petit peu ce qui se passe dans le top de chaque conférence, où l'an dernier on se demandait si une équipe allait pas essayer de voir si elle pouvait éviter de se manger les Warriors en pleine bourre au premier tour. Bon, finalement, il y a pas eu besoin. Mais oui, personnellement, moi
aussi. Comme vous, je trouve que ça pimente vraiment la fin de saison jusqu'au bout avec tout un tas d'implications plus ou moins importantes, intéressantes, et qui fait qu'il y a au moins 10 équipes de chaque côté, donc 20 sur les 30 qui jouent, voire plus, même celles qui essaient de raccrocher le dernier wagon et de se qualifier pour la 10e place et choper au moins le play-in. Ça fait que tout le monde joue avec des vrais objectifs. Je trouve ça assez kiffant. Ouais. Ça peut paraître être un format contre nature, en fait, parce qu'on n'a pas l'habitude. On a l'habitude des saisons régulières vraiment traditionnelles et tout ça. Moi, à la base, je suis partisan d'un nombre moins élevé de matchs pour tout un tas de raisons. Et là, ce format un peu éliminatoire à la fin avec le play-in, ça se rapproche peut-être plus du système universitaire ou du foot sur certains trucs. Mais moi, je suis pour que ça continue d'évoluer dans ce sens-là, en tout cas. Il y a un truc intéressant, en fait, c'est que ça limite le calcul. C'est-à-dire que là, tu vois, pour reprendre un peu l'exemple que tu parlais avec Golden State, ça marche dans les deux sens. Là, par exemple, les équipes qui sont 7e ont vraiment intérêt à finir 5e parce que 5 est mieux que 7, mais tu sais qu'il y a vraiment l'objectif d'essayer d'éviter les ogres que sont Phoenix ou Miami, par exemple. Mais ça marche aussi dans le même sens que ce que tu disais donc, dans l'exemple que tu citais, Théo. C'est-à-dire que là, en fait, une équipe à l'Est qui est très bien classée, sur un format très classique, je pense qu'il y aurait un peu de calcul sur la fin de saison pour éviter de se retrouver dans la partie de tableau de Brooklyn, qui aujourd'hui en passe de finir 8e. Sauf qu'en fait, tu ne peux pas, parce que vu qu'il y a le play-in, 7e ou 8e, c'est sur un match, tu ne sais pas du tout qui va finir 7e, qui va finir 8e. Tu ne peux pas te fier au classement. Donc vraiment, tu es juste obligé devant de continuer tête baissée, de te dire, on verra sur qui on tombe. Et voilà, et c'est ça, moi je trouve ça intéressant, le fait que ça limite le calcul. Après, je suis d'accord aussi avec les arguments que vous avez avancés. La seule petite nuance que je pourrais mettre, c'est quand on tombe sur une saison comme celle qui est en ce moment, on en parlait un peu en off, mais voilà, une équipe comme, il y a plusieurs exemples. Par exemple, Los Angeles, quand même, il y a 11 victoires de Minnesota. Et théoriquement, sur 2 matchs, Los Angeles, les Lakers pourraient finalement sortir. Si les Timberwolves ils perdent contre les Clippers, qui ont 6 victoires de moins que Minnesota, et qu'ensuite ils perdent contre les Lakers, imaginons, ont battu les Pélicans, qui ont 11 victoires de moins que les Wolves pourraient passer à la trappe, alors qu'il y a quand même un vrai écart sur la saison entre ces équipes-là, en tout cas au niveau du bilan. C'est un peu moins marquant, c'est un peu moins flagrant à l'Est où c'est un peu plus serré, mais là vraiment à l'Ouest, ça marque de se dire, mais en fait là, pareil, les Clippers, ils peuvent sortir alors qu'ils ont 5 victoires de plus que leurs poursuivants. Le play-in était censé donner du peps à une fin de saison, ce qui se passe, mais aussi notamment en cas d'équipes qui étaient serrées, proches les unes des autres. Là, c'est pas les unes des autres. Là, c'est pas le cas. Bon, c'est particulier. Après, en même temps, si tu sautes au play-in, est-ce que tu aurais pu vraiment faire quelque chose en play-off? C'est un peu la question pour faire l'avocat du diable. Non, mais est-ce que les Lakers, ils vont faire quelque chose en play-off? Pas forcément. Pourtant, tu vois, ils peuvent. Après, c'est ironique parce que LeBron James, qui était partisan, qui était justement opposé au play-in, qui trouvait que c'était de la merde, pour reprendre ses mots. Est-ce que le mec soit viré, carrément? Ça fait 2 ans que le play-in, déjà que l'an dernier, le play-in leur a sauvé les fesses. Et là, cette saison, leur seule chance, c'est le play-in au final. Mais voilà, il y a juste un peu cette légère nuance. Mais en fait, quand j'y réfléchis, je me dis, Shai, ça va exactement dans le sens de ce que tu proposes, c'est-à-dire quand tu vois qu'il y a 6 matchs d'écart, en fait, et que tu fais quand même un play-in, c'est que tu te rends compte que la saison, elle est trop longue, en fait. Parce qu'à quoi servaient tes 82 matchs si tu fais encore un play-in derrière pour départager des équipes où il y a 11 victoires d'écart entre ces deux équipes? Ouais, En foot, si tu termines 15e et que tu as 12 points d'avance sur le premier relégable, on ne va pas dire, attendez, faites un match et on voit vraiment qui descend, tu vois. Là, pareil, il y avait 82 matchs. De toute façon, on sait pourquoi il y a 82 matchs. C'est parce que c'est beaucoup plus lucratif. Et c'est l'argument principal c'est pour ça qu'ils freinent des cas de fer pour pas réduire le nombre de matchs et qu'ils vont même t'en rajouter avec le côté piment du play-in. Tant qu'ils peuvent rajouter des matchs, ils sont contents. Les diffuseurs sont contents. Ça génère beaucoup d'argent. Et je repense à un truc que tu disais tout à l'heure sur le fait que ça évitait le calcul. Ouais, complètement. Sauf pour les Nets qui vont sans doute calculer de finir 8e pour jouer à l'extérieur le play-in pour avoir Kyrie Irving. C'est Kyrie qui flingue un peu les calculs, les probabilités. Mais les Nets, alors je pense qu'ils vont finir 8e, mais les Hornets leur collent aux fesses en fait. Les Hornets qui sont sur 5 victoires de suite, ils n'ont que
une victoire d'écart avec les Nets. Il n'y a qu'un match entre les deux, sachant que Kyrie, je pense qu'il va jouer peut-être 2 ou 3 matchs d'ici la fin de la saison. Donc, ça fait beaucoup de pression sur Kevin Durant avant même le début des playoffs. Et si c'est pour ensuite passer par un play-in qui est quand même un match, un match sec, mais un match où il va falloir se concentrer direct, et ensuite attaquer un gros premier tour, soit contre Philadelphie, soit Milwaukee, soit Miami, faudra les Nets, ils auront intérêt à être prêts d'entrée et ils vont peut-être laisser de l'énergie en route quand même. Même s'ils venaient à passer, par exemple, ça va leur coûter, je pense. Non, mais les Nets, moi, je veux une série de films Marvel sur les univers alternatifs. Genre, si tu prends les données de base, combien il y avait de chances pour que les Nets, leur saison, elle se passe comme ça cette année? C'est quand même assez magnifique, quoi. C'est magnifique. Il aura fallu une pandémie mondiale. Il aurait fallu des règlements à part. Il aurait fallu que Kyrie Irving soit dans ces dispositions d'esprit-là. Il aura fallu que Ben Simmons refuse de jouer aux Sixers. Il aura fallu que James Harden demande un trade. T'as l'impression que si tu avais pu prendre, tu sais, genre la carrière de Kevin Durant et de jeter les dés comme dans un jeu de rôle là, pour voir où est-ce que ça peut aller, c'était le pire alignement possible de planète pour cette saison, quoi. C'est un meilleur scénario que Uncle Drew. Ça, c'est sûr. C'est même plus absurde. Franchement, la saison des Nets est plus absurde que de voir un mec de l'âge d'Uncle Drew qui va taper des crosses sur les playgrounds. En parlant d'âge, vous avez vu la tête de Steve Nash. Franchement, il a pris 20 ans là. On dirait un raisin séché. Ouais, non, mais c'est incroyable. Je pense qu'il va sortir de cette saison-là. Il va dire, c'est bon les gars, je prends ma retraite. Je vais aller chiller au Canada. Je vais me réoccuper de la sélection du Canada. On ne me casse pas les couilles. Il n'y a pas de Kyrie, de mecs de barbu qui demandent leur trade. Il y avait à l'époque, il y avait une série de mèmes qui a été faite avec la tête d'Obama au début de son premier mandat. Et le mec, il a pris 35 ans en 8 ans, c'est pas possible. Mais Steve Nash, c'est ça en accéléré, quoi. Il y a des sacrés cas à gérer. Hein. Et même quand même, il faut rendre à César ce qui lui appartient, mais dans un numéro du MOOC Rivers, Antoine Pimel avait écrit un article assez fantastique sur ce qui devait se passer dans la tête de Sean Marks aux Nets, avec tout un tas de scénarios potentiels, et tu étais très très loin du compte. Je veux dire, c'était déjà la carte de l'absurde un petit peu. Du coup, tout était beaucoup plus plausible que ce qui sera passé. La réalité dépasse toujours la fiction. Hein. C'est les saisons des Lakers et des Nets. Mais les Lakers, là, on parlait des trucs qu'on aimait bien suivre. C'est presque un peu maso, mais juste les voir galérer, voir LeBron tout en contrôlant toujours la narration, parce que c'est déjà fantastique qu'il puisse le faire, c'est-à-dire de claquer des triples-doubles et il va dunker sur Kevin Love avec la tête dans le cercle alors qu'il a 58 ans. Enfin, c'est complètement dingue. Le dunk est ouf. Mais j'aime le fait qui scénarise ça sur le côté. Regardez, je suis tout seul, je suis obligé de faire ça. Autour, c'est trop mauvais. Moi, je suis un sadique, je suis content de les voir perdre. Ouais, parce que les constructions comme ça, c'est le choix de Westbrook. C'était pas des bons choix sportifs, donc les voir que c'est pas récompensé, ça fait aussi du bien parfois. Mais juste les voir un petit peu trembler et du coup pouvoir assister à des perfs comme ça, j'aime bien quand même. Il faut noter quand même que, on va pas refaire un truc sur Westbrook cette semaine, mais que là, il sort des matchs quand même qui sont plus que corrects et que ça fait quand même beaucoup moins de buzz que quand il balance des airballs et qu'il se fait gazer par les Wolves. Ouais, c'est un peu injuste. Par contre, justement, j'allais apporter juste une légère nuance à mon sadisme. J'allais dire que je trouve qu'ils sont un peu mieux en fait. Là, alors c'est toujours très relatif avec les Lakers, mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où ils se sont dit, au fait, c'est paumé, qu'ils l'ont accepté, tu vois, genre, ouais, c'est bon, on est foutu, que là, il y a un peu moins de pression quand même, en fait. Plus personne s'attend à ce qu'il fasse quelque chose, quoi. Mais exactement, du coup, c'est ça qui est bon et qui correspond à ce que disait Shai, c'est que maintenant, il y a tout un nouvel arc narratif. Tout était contre nous, en mode, on nous avait jeté en pâture, plus personne ne misait sur nous, et maintenant, on va faire un parcours qui sera plus qu'honorable, alors qu'à la base, on était des petits poussets. Ouais. Moi, j'ai beau ne pas aimer comment cette équipe a été construite et forcément les individus qui sont dedans. Honnêtement, je veux bien payer pour voir un Minnesota Lakers, vu le petit passif qu'il y a maintenant entre les deux. Je pense que LeBron, pendant qu'il pète sa gueule, à mon avis, il prenait des notes. Moi, si j'étais les Wolves, je me préparerais mentalement très, 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 très fortement pour ce duel, parce que LeBron James,
37 ans, pas 37 ans, ce match-là, il a déjà fait une énorme croix. Il attend que ça. Et je peux te dire que si en plus Anthony Davis qui est là, je ne miserais pas sur Minnesota. Même avec les 11 victoires d'écart, tout ce que tu veux. Je pense que Davis, après, Minnesota, ils ont intérêt à sortir les Clippers, en fait. Mais si les Clippers tapent les Wolves et qu'il y a un Wolves-Lakers, chaud. À 4, il va falloir assumer parce que ça va être très, très, très tendu. C'est clair. Et d'ailleurs, parmi les équipes qui sont potentiellement au play-in, est-ce que vous en voyez certaines créer la surprise, notamment dans les 9-10 de chaque côté? Quelles sont les équipes Est-ce qu'il y a des équipes sur lesquelles vous pensez vraiment qu'elles ont une vraie carte à jouer? Brooklyn. Ouais, Brooklyn, forcément. Et après, ça me permet d'aller sur un peu l'actu. Paul George a rejoué. Paul George rejoue en 4 contre 4. Je ne pense pas qu'on verra ni Paul George ni Kawhi Leonard. Oui, pardon, c'est la phrase Paul George joue en 4 contre 4. Ouais, voilà. On dirait que le gars, il fait des tournois le dimanche matin. Mais là, tu m'as fait peur. Je me suis dit, j'ai regardé les matchs cette nuit, je ne l'ai pas vu. Non, mais je ne pense pas qu'ils vont être là. Mais les Clippers, tu as toujours ce truc de se dire, mais en fait, attends, là, s'ils ont leurs 2 meilleurs joueurs, ils battent n'importe qui, en fait. Je continue d'être très sincèrement persuadé. Après, toujours un petit truc avec cette équipe, mais je continue d'être persuadé que c'est la meilleure équipe à l'Ouest, une des mieux coachées, une des plus complètes. Après, voilà, c'est vraiment, ça fait des trop grands si. Et même si George et Leonard y revenaient, il faudrait qu'ils soient direct en forme. Le premier tour, c'est Phoenix ou Memphis. Bon, voilà. Avec les Clippers et les Nuggets, moi, j'ai déjà la tête à l'année prochaine. Je me dis que si les deux sont au complet, qu'elles n'ont pas de tuiles entre Michael Porter, Jamal Murray, Jokic qui va être sur le même niveau, que les Clippers récupèrent les deux, plus le noyau qui a bien galéré en leur absence, mais qui a bien taffé. Ces deux-là à l'Ouest, c'est plutôt, à mon avis, là, il y a des équipes cette année qui doivent se dire on a de la chance. On a intérêt, genre Phoenix, par exemple, parce que Chris Paul, il n'est pas éternel. Et des équipes qui sont juste derrière qui doivent se dire c'est quand même une année où il va falloir qu'on assure parce que Denver et les Clippers l'année prochaine. Complètement, sans même parler des Warriors, où tu peux te dire que voilà, Klay Thompson aura vraiment eu le temps de s'être remis dans le bain, qu'ils auront repris. Et que les jeunes auront un nom de plus. Les jeunes auront un nom de plus, qu'il y aura peut-être, on saura peut-être ce que vaut James Wiseman, est-ce que c'est un joueur des Warriors ou est-ce qu'il aura été tradé. Enfin, c'est une équipe qui a de l'upside au bout du compte. Ouais. Les Suns, c'est maintenant. Ouais, c'est ce que c'est. Les bons joueurs, enfin, il y a beau avoir de bons joueurs assez jeunes, je pense que c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Des questions contractuelles qui vont se poser cet été pour les Suns qui font qu'ils ont intérêt effectivement à choper, à ne pas louper la fenêtre cette année. Ouais. On en parlait la semaine dernière parce que les fenêtres elles sont raccourcies pour tout le monde. On aborde toujours ces sujets-là en disant bon, leur fenêtre elle dure 4-5 ans et puis on voit qu'il suffit d'un mec mécontent ou parano et c'est terminé. Et l'équipe elle saute rapidement. Donc parfois il y a une saison ou 2 saisons où c'est vraiment jouable, mais on s'en aperçoit 5 ans après. Quoi. Exactement, ou d'une blessure. Regarde les Bulls de l'époque d'Eric Rose, on disait ils sont parés pour dominer au moins la conférence Est pendant des années. Au bout du compte. Je pense que tactiquement, ça va changer. Les GM ont commencé à le comprendre et j'ai l'impression qu'ils vont agir en fonction sur leur recrutement, la manière de. Je pense que ça peut avoir fait bouger un peu les lignes. Je pense qu'on n'est pas prêt de revoir un tripit. C'est un autre débat, mais je pense qu'on est arrivé dans une ère où c'est devenu. Même les Warriors ne l'ont pas fait. Malgré le fait qu'ils avaient sans doute la meilleure équipe de tous les temps, n'en déplaise aux fans des Bulls de 96 comme toi Théo, mais je pense vraiment que, en tout cas, quand je dis meilleure équipe, je ne rentre pas dans le débat vraiment de la meilleure équipe. Non, mais ça se défend totalement. La plus impressionnante en termes de talent quand même. Même eux ne l'ont pas fait. Alors, pour cause de blessures, sans doute, mais ils ne l'ont pas fait. Je pense que on est dans une époque où avec des contrats de plus en plus courts, où vraiment le fait de forcer son transfert déjà c'est normalisé. Le fait de quitter sa franchise lors de la free agency, c'est normalisé. Je pense que des tripits, ça devra vraiment être très 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 costaud pour faire un triplé là. Même le back-to-back. Même un back-to-back. Un back-to-back, c'est dur. Oui, c'est clair. Et à l'inverse, parmi les équipes qui sont toujours sur cette thématique du play-in, qui vous semble le plus en danger là, de chaque côté de sauter dès le play-in parmi les équipes classées 6-7?
ou parmi celles qui sont dans 6-7, qui sont pour l'instant dans les Parce que je pense que les Hornets et les Pélicans, il y a quand même très peu de chances que ça atteigne les playoffs, quoi. Bon, les Hawks, pareil, je pense que. On n'en parle plus des Hawks, mais gros. Après, putain, Hawks joue contre Hornets. Bon, le vainqueur, il joue potentiellement le perdant de Brooklyn-Toronto. Il y a encore une carte à jouer en réalité. Je dis une bêtise pour l'Est, mais je pense que les Pélicans, par contre, c'est chaud. C'est ça. Déjà, là c'est plutôt, ils sont sur une dynamique positive. L'équipe, il y a eu les trades, ils se sont reconstruits. C'est plutôt, je vois plus ça comme des bonnes perfs pour la saison prochaine. Si Zion est toujours là. Et visiblement, maintenant, il vient voir les matchs, donc c'est bien. Il est content, il a l'air à peu près content. CJ McCollum est sympathique. Mais là, l'équipe, elle est pas, ils sont un peu là. C'est du bonus, le play-in. Ils visent pas. Ingram est blessé, ils arrivent à gagner des matchs. Bon. Mais ils ont tout intérêt, eux, par contre, à passer devant les Lakers. En fait, eux, ils ont intérêt à ce que les Lakers ratent le play-in parce qu'ils ont le pic des Lakers si ça tombe dans le top 10. Ça serait quand même très beau, très beau pour eux, qui passent à la fois devant Los Angeles ou qui sortent Los Angeles pour ensuite leur prendre leur pic aussi en plus quelques mois plus tard à la draft. Ça, là, ça serait assez joufflu. Mais... Sinon, je reprends ta phrase, les Pélicans, c'est chaud. Je pense que ça pourrait devenir leur slogan officiel, franchement. Parce que quand on voit à quel point leur été va être compliqué en interne, à quel point ils ne peuvent pas se permettre de se rater ni à la draft avec leur choix, ni en début de saison prochaine, avant que la situation devienne explosive. Bon courage. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'y croire l'année prochaine. J'ai envie de croire que Zion va revenir, qu'il trouve la situation plus cool et qu'il ne va pas finalement. J'étais ultra pessimiste quand je le voyais faire sa rééducation à Portland, pas envoyer de message à McCollum quand il arrive, visiblement avoir toujours des difficultés à être dans un poids respectable pour un joueur NBA. Là, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça peut peut-être changer un peu. Et s'il y a Zion qui est au niveau All-Star de l'année dernière, qu'autour, il y a quand même Ingram, McCollum et que ça taffe mieux, pourquoi pas? Ah bah oui, mais c'est le plus gros si, c'est le si qui a ce problème, parce que complètement, ça on est d'accord. La best timeline, voilà. Ouais, Shai, toi, pour changer un petit peu de thématique, je sais que tu avais l'œil braqué sur ce début de tournoi de March Madness, tournoi NCAA. Qu'est-ce qui a attiré ton attention un petit peu dans ce qui s'est joué ou dans ce qui est sur le point de se jouer? Si je regarde tous les ans, c'est aussi pour surveiller un peu les prospects NBA, ceux qui sont censés être pris très très haut. Je ne vais pas vous faire une introspection sur tous les mecs qui vont sortir de nulle part et qu'on n'attendait pas. Déjà parce que je ne les ai pas tous beaucoup vus et parce qu'il y en a d'autres qui font ça extrêmement bien. Les gars d'envergure, par exemple, ils font toujours du très bon travail d'analyse sur tous les prospects. Mais moi, j'ai surtout regardé les 3 joueurs qui sont attendus comme possible numéro 1 de la prochaine draft. C'est-à-dire Chet Holmgren à Gonzaga, Paolo Banchero à Duke. Duke qui va perdre Coach K à la fin de la saison, qui va prendre sa retraite après 814 ans de bons et loyaux services. Et il y a aussi Jabari Smith, donc l'ailier d'Auburn, qui lui pour le coup a pris la porte dès le 2e tour. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces 3 joueurs qui vont sans doute jouer sur le même poste en NBA, sans doute des postes 4, mais avec des caractéristiques très très différentes, surtout pour Holmgren, qu'un espèce de ce que les gens aiment bien appeler une licorne, parce qu'il est incroyablement grand, maigre et qui c'est un peu l'arrière prisonnier dans un corps de grand. Donc j'ai regardé Gonzaga qui a gagné assez facilement ses 2 premiers matchs et j'en suis ressorti en me demandant toujours, en me disant que Chet Holmgren c'était définitivement l'un des prospects les plus compliqués à évaluer et lorsqu'on se demande ce qu'ils vont donner en NBA en fait. Parce que les autres, Banchero, voilà, à Duke, c'est hyper propre offensivement, il a une palette énorme. Au final, c'est un joueur assez traditionnel, moderne. Je ne l'imagine pas rater sa carrière. C'est un choix très safe au final. Jabari Smith, les dimensions que les équipes aiment bien aujourd'hui en NBA sur l'aile. On voit des types comme Scottie Barnes qui ont un peu le même genre de profil. On se dit que dans tous les cas, c'est un pari intéressant à faire. Holmgren, il y a ce risque qui est que c'est le grand mec de 2m13, hyper maigre, qui paye pas de mine. Il a même une carrure un peu penchée, presque, c'est un peu exagéré, mais un peu bossu presque. Vous voyez, quand il est comme ça, il est toujours penché, on a l'impression qu'il est grand et qu'il n'assume pas sa taille, le pauvre. Sauf qu'en fait, parfois, il
il y a un déclic, son corps se met en route et il se déplie et il est exceptionnel. Enfin, au niveau athlétique, il va réussir à faire des choses. Il a un sens du contre excellent. Et puis, il a des skills de garde qui sont impressionnants. Mais justement, pour faire juste une petite nuance sur ce truc-là, Ouais. je pense que quelque part, ce côté on ne sait pas trop, c'est aussi ce qui va faire que ce sera lui qui sera pris en premier. Parce qu'en fait, c'est cet inconnu qu'il y a autour de Chet Holmgren va, je pense, titiller plus d'un GM. C'est-à-dire que si on parle de NBA moderne, c'est quand même a priori le truc ultime que les coachs et que les GM veulent. C'est-à-dire que c'est un mec qui peut tirer à 3 points et protéger le cercle. C'est l'espèce de joueur que Kristaps Porzingis devait être, mais quand son corps l'a lâché. Alors que Banchero, quand même, qui est, moi, je pense, le joueur le plus solide des deux pour l'instant, mais il y a un truc, c'est qu'il fait que 2,8 m et que c'est pas un shooter à 3 points. Non, alors, mais son shoot est de mieux en mieux, cela dit, mais ouais. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas un mec qui va arriver arriver en NBA et mettre des 3 points. Et il y aura un peu cette espèce de jurisprudence Marvin Bagley. Ouais. Non, mais je fais la comparaison exprès parce qu'il sort de Duke. Okay. Mais je ne pense pas que ce soit littéralement les mêmes joueurs. J'aime beaucoup Banchero. En sachant que Bagley, il a perdu 2 cm tous les ans. Oui, depuis oui, c'est clair. Bagley, sa taille était... Mais voilà, en tout cas, tu as un poste 4 qui sera bon et intéressant, mais qui, dans une attaque NBA moderne, sera peut-être un peu plus difficile à caler, même dans une défense. En tout cas, pour ce qui est de la construction, vraiment, de construire le jeu autour de ce joueur, c'est dur de construire le jeu autour d'un poste 4 semi-traditionnel dans la NBA d'aujourd'hui. Il n'y en a pas. Déjà, c'est dur de construire autour d'un pivot. Déjà, pour Holmgren, il n'y en a que 2 équipes vraiment qui sont construites autour d'un pivot, c'est les Sixers et les Nuggets. Mais voilà, l'intrigue qu'il y a autour de ce truc de se dire, voilà, c'est injuste parce que les gens vont dire, il peut être à la fois Gobert et à la fois un shooter à 3 points, alors que c'est pas vrai. Déjà, c'est minimiser le jeu de Gobert mais bref, voilà, c'est cette espèce de fantasme que tu peux faire naître autour de son profil. Je pense que ça en fera de lui le premier choix de la draft. Ça va dépendre aussi de qui va drafter, mais ouais. Pour ta comparaison avec Gobert, c'est effectivement, ce serait minimiser le jeu de Gobert et son physique aussi. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais physiquement, Rudy, c'est très, très costaud quand même. Exactement. Alors, il a le temps de prendre du muscle, etc. Mais on sait aussi que c'est un processus un peu long, notamment pour des formats de ce type. Oui, et puis il est même pas mince, le pauvre. Il est vraiment, il est maigre. Il arrive en NBA, en NCAA en étant vraiment. C'est pour ça que je pense qu'il va jouer poste 4 en NBA parce qu'il va se faire bouger. Les bestiaux qu'il va se manger en NBA, ça va être compliqué. Après, il est étonnamment athlétique et solide par rapport au corps qu'il a pour l'instant. Et il a un excellent instinct dans la protection du cercle. Donc, ça pourra combler. Mais voilà, c'est l'espèce de melting pot dont on ne sait jamais si ça va vraiment fonctionner. C'est un peu tout rien. Donc, je pense que tu as raison. Mais ça va aussi dépendre de l'équipe qui aura le first pick, mine de rien. C'est ça qui est pas ça. Oui. Mais moi, j'ai vu la réponse parfaite là, en surfant un peu sur Instagram tout à l'heure. C'est quelqu'un qui disait que la meilleure solution, ce serait que les Pélicans puissent le drafter et de le mettre à la cantine à côté de Zion Williamson. Comme ça, tu pourras régler d'un même coup, tu pourras régler 2 problèmes. Que Holmgren prenne un peu de poids et que en perde un petit peu. Ça ferait une incroyable raquette. Ouais, mais pourquoi pas. Mais les Pélicans ont décidé d'essayer de jouer le play-in, donc ils n'auront pas le first pick, les gars. Ça, avant, il y avait les stratégie est très. Avant, il y avait les équipes qui s'arrachaient à la fin de saison pour rien, pour jouer les playoffs et qui perdaient des places à la draft. Et maintenant, il y a celles qui vont s'arracher pour jouer la 10e place. C'est intéressant, on peut réfléchir un peu à ça parce que c'est vrai qu'au final, là, qui est en course pour le premier choix, c'est les Rockets, le Thunder, le Magic, les Pistons. Ces équipes-là, je dirais qu'à part le Magic, je pense que tout le monde prend Holmgren quand même. Le Magic, tu penses pourquoi? Après, le Magic prend peut-être aussi Holmgren. Hein. Attention, je ne dis pas que le Magic ne prend pas Holmgren. Juste, je me pose un peu plus la question, vu qu'il y a Mo Bamba, Wendell Carter Jr. Après, oui, je pense que si c'est... Avec la chance du Holmgren comme le plus grand talent, ils prennent Holmgren. Mais... Avec la chance du Magic, ils vont choper le pick 4 ou 5, comme d'hab. Et puis, ce serait pas mal cette année, parce qu'il y a un autre joueur justement que j'ai regardé qui joue à Purdue,
Jaden Ivey, qui a un combo garde hyper athlétique, très très cool à voir jouer et qui serait pas mal. Après, il y a déjà pas mal d'arrière à Orlando, mais aucun qui soit vraiment au-dessus du lot pour l'instant. Cole Anthony, Suggs, bon, c'est gentil. À Orlando, il n'y a aucun joueur qui sort du lot tout court. Mo Bamba commence à faire des matchs intéressants là. C'est vrai que Jaden Ivey est intéressant. Jaden Ivey, c'est pas mal. Mais bon, en tout cas, de ce que j'ai vu pour l'instant sur les 2 premiers matchs, ça reste que le deuxième tour. Là, ils vont jouer en Sweet 16, ça va être un peu plus compétitif. Et notamment pour Holmgren, qui joue toute l'année dans une conférence où Gonzaga n'est jamais vraiment mis en péril. Voilà. Mais bon, le type en 20 minutes, il peut te sortir 6 contre, 19 points, 5 passes. Et ça reste une machine à stats théorique, Holmgren, quand même. Il peut faire absolument tout sur le terrain si son physique suit, comme pour beaucoup des supposés unicorns. Ça peut faire quelque chose de bien sympathique. Et après, ces dernières années, on a vu aussi quand même des joueurs changer un petit peu les archétypes. Même un joueur, je sais que ce n'est pas le même profil que Giannis, par exemple. Il faut se rappeler, le physique de Giannis à son arrivée en NBA, ce n'était pas celui qu'il a aujourd'hui. Donc, il y a aussi quand même ce type de profil de joueur de très grande taille avec des talents divers. Maintenant, je pense que sa grande chance, c'est que quelle que soit l'équipe qu'il prendra, elle prendra aussi en compte ses forces et n'essaiera pas de le cantonner à un rôle uniquement dicté par sa taille ou par son profil de base, je pense. Je pense que c'est l'équipe qui sera prête à attendre le plus long, qui sera la moins impatiente qui prendra Holmgren, parce que moi, je n'ai pas l'impression, par exemple, qu'OKC soit ultra impatient. Il continue de faire jouer 10 joueurs différents par match. Je le vois plus aller dans un projet comme ça que Houston qui a connu. Houston, c'est le pire pour lui. Pardon, excuse-moi. Non, mais j'allais venir. Je pense aussi que Houston, c'est pas une bonne chose parce que y a déjà des joueurs qui ont l'impression que la franchise doit revenir vite redevenir ambitieuse. Et au final, ils ont joué des finales de conf il n'y a pas longtemps. On n'a pas dans l'idée qu'ils vont tanker pendant 10 ans, quoi. Mais en plus, surtout, en fait, moi, c'était pas que ça. C'est surtout il y a 2 arrières il n'y a pas de meneur. Il y a 2 arrières scoreurs dans le backcourt. Il y a un Christian Wood qui, si jamais il reste, je ne pense pas, mais s'il reste, il voudra aussi ses tickets shoot. Je ne pense pas que ce soit le meilleur vestiaire. Je ne pense pas que ce soit l'ambiance la plus saine, même si voilà, je ne dis pas non plus que c'est le bordel à Houston, mais je pense qu'il a vraiment besoin d'une Oklahoma City, comme tu disais, je pense que c'est le mieux. C'est vraiment la meilleure franchise pour lui. Ils savent développer des jeunes, ils savent prendre leur temps, même si je pense qu'eux, par contre, ils avaient déjà annoncé que l'an prochain, ils allaient commencer à essayer un peu de passer le cap, mais au moins, ils seraient avec un Josh Giddey, avec des Shai Gilgeous-Alexander, des mecs jeunes, plus ou moins de sa génération, mais qui sont capables de porter la balle, qui vont assumer ce rôle de première option. Pareil à Détroit, d'être à côté de Kate Cunningham. Excuse-moi de t'interrompre, mais OKC aussi une franchise qui a prouvé qu'elle avait la capacité de développer les joueurs aussi. Ouais, de développer des talents, ouais, clairement. Mais Houston, par contre, je pense vraiment pour lui, ça serait presque le pire, quoi. Enfin, ça serait le pire, je pense. Voilà. Tu as cité les Inter, mais tu as oublié mon gars Alperen Sengun, joueur préféré de Charles-Henri Bronchard. C'est quand même une des raisons qui me régale, c'est voir les petits highlights du côté de Houston, là, entre les passes ou les actions que tente l'intérieur turc, là, mais tellement de talent plein les mains. C'est mon kiff principal du côté de Houston, quand même. C'est ça qui est triste, c'est qu'il y a ce gars-là qui a des super fondamentaux, qui a du flair, etc. Et puis derrière, tu as les Jalen Green qui a du talent, attention. Du talent, bien sûr. Ouais. Lui et Kevin Porter, c'est un bazar monstre. Pour l'instant, ça ne pas encore le QI basket. Ils arrivent à faire des belles perfs individuelles ici et là, mais collectivement, on n'a pas l'impression qu'un jour, ça va faire un noyau dur, comme on a l'impression que comme ça peut parfois le faire avec des équipes jeunes. On se dit, bon, eux, dans 2-3 ans, quand ils se connaîtront bien, ça va combiner sec. Là, je vois juste Sengun en me disant, putain, le pauvre, j'espère que ça va vite bouger autour. J'imagine pas une seconde Kevin Porter Jr. S'imposer dans cette équipe. Enfin, après, je sais pas, je tape dessus à chaque fois, mais c'est problématique. Ça marchera pas avec Jalen Green. Je n'y crois pas. Et je suis d'accord, en tout cas, ça fait pas noyau dur. Tu te dis pas que ça va être un noyau dur qui va grandir. Et qui va finir le plus rincé à votre avis à la fin de la saison, Steve Nash ou Stephen Silas? Lequel va partir en cure avec massage? C'est terrible. Il sera en vacances avant l'autre. Hein. Oui, ça c'est sûr. C'est terrible pour lui parce que Silas. Pas si sûr. C'est pas encore fait. Mais Silas, ça fait 20 ans qu'il est dans des staffs NBA. Bon,
Certes, il y a un petit peu de piston peut-être avec le père, mais ça fait 20 ans qu'il attend un poste de head coach et il se retrouve avec sa première opportunité avec, au bout de 15 jours, Harden qui veut se casser. Il a des cas sociaux dans l'équipe. Enfin, c'est dur. Première expérience après aussi longtemps. Parce que Nash, à la limite, il n'a pas attendu plus que ça. Il a eu sa carrière. Il a eu le job rapidement, mais ça et là, c'est dur aussi. C'est clair, on sait que les équipes NBA, maintenant, il y a les sponsors sur les maillots. Je pense que pour les coachs, ils mériteraient un petit sponsor aspirine ou un truc comme ça du côté des Nets et des Rockets parce qu'il va y avoir une grosse consommation, je pense. Ouais, tu peux même... on est plus sur de l'antidépresseur, je pense. C'est ça, ou des drogues douces médicinales maintenant qui sont autorisées dans un certain nombre d'États aux États-Unis. Mais en tout cas, là, dans les prochains jours, donc, il y a le Sweet 16 NCAA qui va être intéressant. Ouais. Et ça va être des bons tests pour les joueurs dont on parlait. Pour Banchero, ils vont jouer Texas Tech, qui est une tête de série numéro 3, donc c'est quand même du solide. Et Gonzaga joue Arkansas aussi, qui est quand même pas mal. Et ça peut faire un Gonzaga-Duke dans l'Elite 8, donc ça peut être cool aussi. Ah, très beau, ça. Ouais. Et il y a du français aussi dont on peut parler. Moussa Diabaté avec Michigan qui fait un parcours un peu surprise. On les avait laissés en fin de saison où c'était en fond de suspension. Là, Joanne Howard qui s'était emporté contre le coach adverse. Diabaté qui avait pris un match de suspension aussi parce qu'il était dans l'altercation. Et là, ils sont qualifiés en Sweet 16. Ils vont jouer Villanova alors qu'ils étaient que 11e sur le ranking au début. Et Diabaté, là, après un premier match difficile, il a été bon sur le deuxième. J'ai trouvé vraiment bien. 13 points, 6 rebonds, il fait, je crois. Et pour un prospect français, c'est intéressant de le voir aller aussi loin. Donc, il faudra suivre ça aussi. Ouais, puis Sweet 16, c'est déjà des gros matchs, mais c'est vrai que belle opposition aussi, ne serait-ce que sur le papier, sur la renommée des deux équipes, Michigan, Villanova. Ouais, en Sweet 16, il y a aussi un North Carolina, UCLA, pas mal pour les puristes qui aimaient bien les matchs un peu historiques. Et il reste encore les équipes classiques. Kansas est toujours là aussi. Il y a une équipe un peu amusante, c'est Saint Peter's qui est 15e. Qui a sorti Kentucky. Voilà, qui a sorti Kentucky. C'est une petite fac de jésuites du New Jersey avec des joueurs. T'imagines, tu sais, le genre de joueurs qui ont des physiques d'acteurs engagés pour jouer des joueurs de basket, mais qui ne ressemblent pas à des joueurs de basket, tu vois. Tu sais qu'il y a déjà une guerre pour acheter les droits de faire un film autour de leur saison si jamais ils passent un tour de plus, quoi. C'est ça. Et donc, eux, ils vont justement jouer contre Purdue et Jaden Ivey, qui sera, à mon avis, top 5 de draft. Donc, ça reprend à partir de vendredi et ça s'étend sur le week-end. Donc, ça va être cool à suivre, ça. Ah, il y a les Wildcats. Lesquels des Wildcats? Enfin, oui, pardon. Ouais. Il n'y a plus que Villanova. Les Wildcats, Arizona. Arizona aussi, d'accord. Oui. Arizona est toujours là aussi. Ils vont jouer contre la fac de Houston. Ouais. J'adorais Arizona avec Jason Gardner à l'ancienne. Ceux qui savent. Puis avec Gilbert Arenas aussi. Bien sûr. Là, c'est vraiment à l'ancienne, parce que se rappeler. C'est l'époque où je suivais la NCAA. Je dis ça, mais moi, mes souvenirs remontent à encore plus longtemps, mais je me permets de me moquer quand même au passage, quoi. Non, en plus, c'est pas vrai, parce qu'il y a eu des années récentes, là, il n'y a pas longtemps. L'équipe de Michigan avec Tim Hardaway Jr. et Trey Burke. Mais oui, et on en parle pas Mitch assez. McGarry, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr que Mitch McGarry, bien sûr. Ouais. Et Nick Stauskas, le gars de Shaimamou. Il y avait l'autre, Glenn Robinson Jr. aussi. Il y avait deux. Mitch McGarry, il a dû faire 5 matchs NBA. Il s'est fait choper pour trafic de marijuana. Et il est plus, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais il était au KC à un moment. Ils avaient une belle équipe. Ils ont perdu en finale. C'était un beau parcours. Non, mais c'était un beau parcours quand même. Ouais. Et Michigan était en finale en 2018 aussi, d'ailleurs. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont retenu votre attention dans le basket ces derniers temps, que ce soit NBA, NCAA, autres? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé là. Moi, Nando De Colo hier a annoncé, par exemple, qu'il ne participerait pas au prochain championnat d'Europe. Ouais. Moi, je propose qu'on reporte le prochain championnat d'Europe, qu'on annule ce championnat d'Europe personnellement. C'est bonne guerre. Et puis, c'est possible. La vraie question, parce que ça peut arriver qu'un cadre décide de souffler, sauf que lui, pour le coup, il a vraiment été là tout le temps. Là, irréprochable. Mais irréprochable, et c'était quasiment presque toujours le meilleur joueur de l'équipe, le plus prolifique. Moi, j'ai envie de voir ce que vont faire les autres, en fait. Parce que les deux échéances d'après, le mondial et les JO qui sont à Paris, sont tellement importantes pour la génération, et je pense qu'ils veulent tous
ceux pour lesquels ce sera la fin, ils vont tous avoir envie de finir sur un truc ouf à Paris en 2024. Bien sûr. C'est sûr que rajouter une échéance avec un euro dans 4 pays différents, après peut-être une saison, que ce soit en Europe ou en NBA éreintante, j'ai peur que j'ai aucune info dessus, mais il faudra voir ce que vont faire Rudy et Nicolas Batum, notamment. Après, c'est aussi pour ça que là, sur les qualifs, ça a été intéressant de lancer d'autres joueurs avec des profils plus jeunes, qui seront peut-être amenés à les remplacer sur l'Euro s'ils décident collectivement de ne pas venir. Ouais, assure. En tout cas, bon, moi, je ne suis pas du tout objectif quand il s'agit de Nando De Colo. J'avoue que je suis fan du joueur, fan du personnage, fan du bonhomme. Il régale encore. Là, si vous avez un œil parfois sur l'Euroleague, là, chaque semaine, c'est des actions de plus en plus folles, ou toujours aussi folles, en fait, comme depuis le départ de sa carrière. C'est pareil, ça fait partie des joueurs. Et c'est-à-dire son passage en NBA, finalement, il est extrêmement frustrant parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas été utilisé, mis dans les meilleures conditions au final. Même s'il était avec San Antonio au début, on pouvait se dire que ça marcherait bien. Mais après, à Toronto, ça... Toronto voulait le garder. Pour moi, c'est un joueur qui a fait un choix, en fait. Oui, mais on est content, je pense. C'est pas... Absolument. Et là, maintenant, on voit des joueurs européens bien moins forts que lui, à mon avis. Enfin, c'est pas non plus les Bogdanovic, c'est des superbes joueurs, par exemple. Mais pour moi, il est capable de faire ce que font les Bogdanovic au NBA tous les matins. Justement, d'autant que Bogdanovic ne faisait pas en Euroleague ce que Nando De Colo faisait. Oui, bien sûr. Après, il était plus jeune. Mais ce qui me frustre plus, en fait, c'est pas tant son passage en NBA, parce que voilà, Nando est arrivé jeune et c'était pas le même Nando. Ce qui me frustre, c'est qu'il n'y ait aucune franchise qui, je pense, a eu parce qu'il y a un moment où il était ouvert sur un retour, mais pas pour n'importe quel rôle. Et moi, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une franchise qui ait pu comprendre et voir que ce joueur pouvait avoir un rôle très intéressant en sortie de banc ou même en tant que titulaire. Je parle de sortie de banc, mais même en tant que titulaire au poste 2 en NBA. Et voilà, une équipe ambitieuse aurait pu mettre l'argent et ne pas avoir peur de mettre l'argent sur Nando De Colo. C'est plus ça, moi, qui me frustre. Il ferait du bien, ce que Grayson Allen fait aux Bucks. Nando Colo, il le fait mieux, quoi. Après, Nando, il casse pas la gueule des joueurs adverses. Oui, c'est son point faible, sans doute. Je pense que les Sixers, pendant longtemps, avaient besoin d'un meneur porteur de ballon. Bon, voilà. C'est tout autant d'équipes... pareil sur le Jazz, qui avait besoin de soutien auprès de Donovan Mitchell. Enfin bref, la liste est longue. Là. Je pourrais prendre n'importe quelle équipe de la Ligue et montrer pourquoi elle aurait besoin d'un Nando De Colo. C'est dommage. Ça, c'est clair. Et pour prendre l'autre côté de la situation, c'est que du côté de Nando, moi, je comprends complètement. Parce que quand on a un joueur d'un tel standing, en fait, et que tu sais que tu peux être le meilleur joueur ou le joueur majeur de ton équipe en Euroleague, c'est-à-dire qu'en termes de salaire, peut-être tu vas perdre un petit peu, mais tu ne vas pas forcément perdre tant que ça par rapport notamment au rôle qu'on lui proposait en NBA. Derrière, chaque année, tu vas jouer le titre dans différentes compétitions. Et en plus, tu as ton destin entre les mains. C'est-à-dire que tu sais que du jour au lendemain, tu ne vas pas être envoyé dans une autre équipe. Tu ne vas pas passer d'une équipe qui joue le titre à une équipe en pleine reconstruction et devoir y rester pendant 2-3 saisons à finir Alors, je vais prendre je ne vais pas me faire des amis à nouveau du côté de Sacramento, mais tu te fais envoyer aux Kings, tu te mets... T'as envie de... Je sais pas, je comprends que des joueurs de ce standing, comme d'autres, Juan Carlos Navarro, il est venu en NBA, il a fait un bout de saison avec les Grizzlies. Son pote Pau s'est fait trader et est parti aux Lakers. Il s'est dit, bon, bah non, moi je retourne au Barça, gagner des titres et ajouter des trophées à ma legacy, à mon héritage. C'est vrai que Nando, je pense qu'il y a pas mal de gens... Enfin, le grand public ne se rend peut-être pas compte, mais le jour où il va prendre sa retraite et que les gens se pencheront un petit peu sur son palmarès, il est vraiment très, très lourd. Et quand on refera une pyramide des meilleurs joueurs français de tous les temps, Nando, il est haut. Il est très, très haut. Très, très haut. Oui, clairement. Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été meilleurs joueurs d'Europe à un moment parce que voilà, quand il était MVP d'Euroleague, etc., c'était le meilleur joueur d'Europe. Il y avait même pas... Donc, il n'y a pas beaucoup de joueurs français qui ont été meilleurs joueurs d'Europe. Et c'est fou qu'il n'ait pas été cité par les GM au début de saison comme parmi les meilleurs joueurs qui ne jouaient pas en NBA. C'est là où tu vois qu'il y a encore une méconnaissance incroyable. Je crois que Wembanyama avait eu une voix. Oui. Wembanyama avait eu une voix et pas Nando De Colo. Bon, après, c'est peut-être un GM qui s'amuse à troller, mais voilà, et je pense qu'il fait partie des GOAT français qui seront sous-estimés éternellement, en fait.
Parce que c'est un mec discret et justement qui a pas. Au moment où l'NBA a ultra décollé en France, il n'était pas dans une équipe NBA, donc c'est aussi ça. Mais Génération Parker. Comme on dit, les vrais savent et se rappelleront, je pense, de tout ce qu'il a apporté. Puis il était vraiment de toutes les campagnes qu'on réussit. Je veux dire, l'Euro 2013, il était au Mondial, 2019 au JO. Et puis même 2015 où ça ne s'est pas terminé comme on espérait, c'était largement le meilleur joueur français sur la compétition. Mais justement, et s'il n'y avait pas eu ces histoires de statut, parce que j'étais de près, j'ai suivi cette compétition, je l'ai couverte, s'il n'y avait pas eu ces histoires de statut et qu'il n'y avait pas eu le respect qu'on doit à Tony Parker, sans que ça soit une attaque envers Parker, ce que je dis là, ni envers Vincent Collet, mais voilà, si on avait vraiment accepté et compris complètement que Nando De Colo était le meilleur joueur français sans jouer en NBA, contrairement à plusieurs de ses coéquipiers, je pense que cette compétition, c'est jamais l'Espagne qui la gagne. Ouais, après, voilà, c'est vrai que sur un match, c'est toujours compliqué, mais moi, je partage clairement ton avis. On ne va pas revenir sur cet Euro 2015, mais c'est vrai que pour faire court, ce qui reste quand même assez incompréhensible, c'est de se dire qu'on avait dominé toute la première phase et même on est arrivé jusqu'aux demi-finales en jouant d'une manière et qu'à partir de la demi-finale, on s'est mis à jouer différemment en changeant un petit peu le statut des joueurs sur un match clé, important, qui s'est joué en prolongation, donc qui était serré jusqu'au bout. Enfin, il ne faut rien enlever à la performance assez incroyable de Pau Gasol était énorme. Qui fait aussi partie des joueurs, malgré tout, où en NBA, je ne comprends pas qu'ils continuent d'être sous-estimés à ce point-là. Pareil, là, on parle de CV incroyable. Jeter un coup d'œil sur le CV de Pau Gasol, c'est un CV qui n'a pas de sens, honnêtement. Et c'est un joueur qui était bien plus qu'un second couteau ou que simplement un joueur de complément, notamment du temps des Lakers. Mais bon, c'est tristoun quand même un euro sans Nando, même si je comprends effectivement qu'il y a d'autres échéances et que finir peut-être une carrière internationale par des JO, ça quand même, en France en plus, ça a quand même de la gueule. Donc tout ça, ça a du sens. Je ne sais pas s'il y a autre chose toujours qui vous a un petit peu intrigué, attiré votre attention ces derniers temps à travers les différentes ligues qu'on peut être en train de suivre. Là, comme ça, non, je ne vois pas. Là, on a parlé de pas mal de trucs au final. Hors NBA, en tout cas, après, il y a l'actu NBA forcément au quotidien, mais là, hors NBA qui me vient en tête, non, pas spécialement. On essaie de faire le tour dans ma tête, mais non, il n'y a pas forcément quelque chose qui me vient en tête. Pronostic pour le prochaine équipe championne du Nigeria, Antoine? Les superstars de Lagos. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'après avoir tenté de percer sur le marché canadien, Antoine va tenter de conquérir le Nigeria. Je fais du scouting. Je vous envoie, mais je place mes talents après. Ouais, tu vas en tant qu'assistant coach Jimmy Udoka. Le Nigeria, il y a du talent. Déjà, l'équipe, elle progresse, mais... Si tu faisais une équipe, même en rajoutant les joueurs américains d'origine nigériane, c'était pas mal. Demande à Team USA, il y a du talent au Nigeria. Tu réunis Yanis et Adebayo avec ton gars Oladipo. Ouais, attention, quand il va revenir au 8 cette année, ça va faire mal. Il a déjà rejoué, Théo. Non, mais il n'a pas tout montré, c'est ça que je veux dire. Il garde pour les playoffs. Il garde pour les playoffs son niveau d'hypo type Pacers, vous allez voir. Franchement, c'est ce que c'est le plus drôle, c'est qu'il y a un moment, il y a un match de playoff, il va caler 18 ou 19 points. Ça va être un match où genre il y a 1-1 ou 2-1 et le Heat va gagner ce match sur ces 18 ou 19 points d'Oladipo. D'ailleurs, oui, de toute façon, on reparlera bientôt de Miami parce que c'est quand même l'équipe. C'est assez marrant de voir comment une équipe qui est en ce moment première quand même de sa conférence a pu passer sous les radars toute l'année. Il y a finalement peu de choses qui ont été dites autour de cette équipe. Ils ont quand même essuyé pas mal de galères en interne entre les joueurs qui ont été absents. Je veux dire, quand on regarde le nombre de matchs qu'on jouait, parfois on parle du nombre absurde, le très faible nombre de matchs qu'ont pu jouer Irving, James Harden et Kevin Durant. Quand on regarde ceux qu'ont joué Kyle Lowry, Adebayo et Jimmy Butler cette année, c'est pas loin d'être aussi minuscule. Donc ça va être une équipe vraiment intéressante à suivre sur la fin de saison, je pense. Ouais. Clairement. Et puis,
Tu dis ça, il y a plein d'autres trucs. Hein. Duncan Robinson qui ne sait plus shooter. Et puis c'est là la fameuse culture du 8 dont on aime bien parler à chaque fois. C'est pas une légende, c'est qu'ils arrivent à sortir des joueurs qui ailleurs seraient des joueurs complètement anecdotiques ou seraient pas Comme été conservés. Gabe Vincent, par exemple. Qui est d'ailleurs Nigérian. Ouais. Voilà, que des joueurs comme ça, les Max Struss, on sait même pas, je ne saurais même pas vous dire d'où ils sortent, les gars. Et ils arrivent et puis ils claquent 6 paniers à 3 points, ils défendent le plomb. Et voilà, c'est un métier. C'est ça. C'est ça. Bah, écoutez, je pense qu'on ne pouvait pas mieux boucler la boucle que finir sur Gabe Vincent et Oladipo qui va revenir pour être donc MVP des finales, comme l'a annoncé Antoine Pimel. En attendant, je vous incite, nous on a très hâte, là, on a impatience de recevoir le nouveau MOOC River spécial année 2003, pardon, il est sorti de l'imprimeur, il est en chemin, donc on devrait le recevoir d'ici la fin de semaine et les expéditions vont commencer. Si jamais il vous manque des numéros, que ce soit le numéro 8 spécial Bad Boys ou ceux qui sont encore disponibles, ne perdez pas trop de temps parce qu'il y a de moins en moins de stock, donc allez faire un tour sur Basket Session et puis nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous. Ciao.